Sophie raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. Sa mère venait de mourir dans un accident de voiture sur l'autoroute A6, entre Paris et Lyon. Mais ce n'était pas le choc de la perte qui la paralysait, c'était la lettre que l'avocat lui avait lue au bout du fil. Votre mère a modifié son testament il y a 6 mois. Elle lègue tout à une fondation conservatrice. Sauf si vous prouvez une vie conforme à ses valeurs familiales. Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. 10 ans de mensonges pour protéger son héritage. Et maintenant, avec la mort de sa mère, tout risquait d'éclater au grand jour. Elle se laissa tomber sur le canapé de son appartement haussmannien du Marais, à Paris. Claire, sa compagne depuis 10 ans, entra dans la pièce, un café à la main. Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie? Tu es pâle comme un linge. Sophie hésita. Les mots coincés dans sa gorge. Comment avouer à Claire qu'elle avait passé une décennie à la cacher? À feindre une vie hétérosexuelle pour ne pas perdre la fortune familiale? Sa mère, une femme d'affaires impitoyable issue d'une lignée bourgeoise catholique, avait toujours été claire, pas de déviance dans cette famille, ou tu seras déshéritée. Sophie avait choisi la sécurité financière, reléguant Claire à l'ombre de sa vie publique. Les souvenirs affluaient. Elle s'était rencontrée à l'université Sorbonne, en licence de droit. Sophie, alors 22 ans, fille unique d'une veuve riche, avait été captivée par Claire, une étudiante en littérature originaire de Bretagne, avec son esprit libre et sa passion pour les livres. Leur premier baiser, sous la pluie d'un soir d'automne place Saint-Michel, avait scellé un amour intense. Mais quand Sophie avait présenté Claire comme une amie à sa mère lors d'un dîner familial, le mensonge avait commencé. Elle est charmante. Mais trouve-toi un bon mari. Ma fille, avait dit sa mère, ignorant tout. Au fil des ans, Sophie avait construit un mur de secrets. Elle assistait à des galas de charité avec des cavaliers de façade, des hommes d'affaires amis de la famille, pour maintenir l'illusion. Claire, patiente au début, avait fini par s'impatienter. Pourquoi ne pas leur dire? On est au XXIe siècle. Sophie. La France a le mariage pour tous depuis 2013. Mais Sophie invoquait toujours la même excuse, ma mère est d'une autre génération. Elle me couperait les vivres. Et on finirait à la rue. Claire, qui travaillait comme professeur de français dans un lycée de banlieue, gagnait modestement. L'héritage représentait des millions, l'entreprise familiale de cosmétiques, des propriétés à Paris et en Provence, une vie de luxe que Sophie ne voulait pas abandonner. Ce soir-là, après l'appel de l'avocat, Sophie craqua. Maman est morte? Claire. Et elle a tout prévu pour me forcer à avouer. Ou à mentir encore. Claire posa le café, les yeux écarquillés. Avouer quoi? Notre relation? Sophie hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Le testament stipule que je dois prouver une vie morale conforme à ses idéaux. Si je ne le fais pas, tout va à une fondation anti-LGBT. Claire recula, blessée. Et tu vas faire quoi? Continuer à me cacher? Même morte? La dispute éclata. Des mots durs fusant comme des flèches. Sophie défendit son choix passé, j'ai fait ça pour nous. Pour notre avenir. Mais Claire riposta, pour ton avenir? Tu veux dire? J'ai sacrifié ma fierté pour toi. Et maintenant? Le lendemain, Sophie se rendit chez l'avocat. Maître Dupont? Dans un cabinet du quartier des affaires. L'homme, la soixantaine grisonnante, lui tendit une enveloppe scellée. Votre mère a laissé des instructions précises.
Vous avez 3 mois pour fournir des preuves, mariage hétérosexuel, enfant, ou au moins une relation stable avec un homme. Sinon, l'héritage est perdu. Sophie sentit une rage monter. Sa mère, même dans la mort, la manipulait. Elle pensa à son enfance. Élevée dans une maison où l'apparence primait surtout. Les messes dominicales obligatoires. Les amis triés sur le volet. L'interdiction de toute déviance. À 16 ans, quand elle avait confié à sa mère un crush sur une camarade de classe, celle-ci l'avait envoyée chez un psychologue pour corriger ça. De retour chez elle, Sophie trouva Claire en train de faire ses valises. « Je ne peux plus. Sophie. Disant à être ton secret. C'est trop. Le cœur brisé. Sophie supplia, attends. On peut trouver une solution. Mais Claire était inflexible. La solution? C'était l'honnêteté. Tu as choisi l'argent. Elle partit. Claquant la porte. Laissant Sophie seule avec ses regrets. Ce départ fut le premier prix à payer. Une fissure dans l'armure qu'elle s'était forgée. Les jours suivants, Sophie navigua dans un brouillard de deuil et de calcul. Elle contacta son cousin Alexandre, le seul membre de la famille qui soupçonnait quelque chose. Tante Élisabeth était rigide. Mais elle t'aimait, dit-il au téléphone. Peut-être que c'est un test. Sophie rit amèrement. Un test pour me détruire. Alexandre proposa de l'aider à simuler une relation. Mais elle refusa. Pour la première fois, elle envisagea de tout révéler. Mais les enjeux étaient énormes, sans héritage. Adieu l'appartement. Le train de vie. La sécurité. Puis vint l'enterrement. À la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Reconstruite après l'incendie. La famille au complet, oncle, tante, cousin. Tous en noir. Murmurant des condoléances. Sophie, au premier rang, luttait contre les larmes. Soudain, Claire apparut à l'entrée, hésitante. Leurs regards se croisèrent. Un mélange de douleur et d'amour. Claire s'approcha, posa une main sur son épaule. Je suis venue pour toi. Ce geste, discret mais public, fit jaser. Une tante murmura, qui est cette femme? Sophie sentit la panique monter. Le secret craquelait déjà. Après l'enterrement, Sophie et Claire se retrouvèrent dans un petit café près de la Seine. L'air printanier contrastait avec la tension entre elles. « Pourquoi es-tu venue » demanda Sophie. La voix tremblante. Claire soupira, « Parce que je t'aime. » Idiote. Mais je ne supporterai plus d'être invisible. Elles parlèrent des heures, déversant des années de frustration. Sophie avoua ses peurs, j'ai grandi en croyant que l'amour comme le nôtre était un péché. Maman me l'a martelé. Claire, plus ouverte grâce à une famille progressiste, répliqua, c'est de la société d'hier. Aujourd'hui, on a des droits. Mais toi, tu préfères l'héritage à nous. Cette conversation marqua un tournant. Sophie décida de consulter une thérapeute spécialisée dans les questions LGBT. Dans un cabinet cosy du quartier latin, elle raconta tout, les mensonges, la pression familiale, le deuil. Vous avez internalisé les préjugés de votre mère, dit la thérapeute. C'est un conflit classique, identité versus héritage culturel. Sophie sortit de là avec une résolution fragile, elle allait affronter la famille. Le premier affrontement eut lieu lors de la lecture officielle du testament, dans la maison familiale de Neuilly-sur-Seine. L'avocat lut les clauses, et les murmures s'élevèrent. Élisabeth voulait préserver les valeurs traditionnelles, commenta un oncle.
Sophie. Les poings serrés. Intervint, et si mes valeurs sont différentes? Le silence tomba. Son cousin Alexandre la soutint discrètement. Mais sa tante Marguerite explosa, ne me dis pas que tu es comme ces gens-là. Ta mère se retournerait dans sa tombe. Sophie nia encore. Par réflexe. Mais le doute était semé. Claire, de son côté, luttait avec ses propres démons. Elle confia à sa meilleure amie, une collègue enseignante, les détails de leur relation cachée. J'ai l'impression d'être une maîtresse illégitime, dit-elle. L'amie l'encouragea, force-la à choisir. L'amour vrai ne se cache pas. Claire envoya un ultimatum à Sophie, dans 1 mois. Si tu ne dis rien, c'est fini. Sophie, paniquée, commença à peser les options. Renoncer à l'héritage signifiait recommencer à zéro. Peut-être vendre l'appartement? Chercher un emploi stable. Mais garder le secret impliquait de perdre Claire? Et avec elle, une part d'elle-même. Un soir, Sophie reçut un appel anonyme. Je sais pour toi et Claire, dit une voix masculine. C'était un détective engagé par sa mère avant sa mort, pour vérifier sa vie. Il menaça de révéler tout à la famille si elle ne respectait pas le testament. Sophie, terrifiée, confronta l'avocat. Ma mère m'espionnait? Maître Dupont confirma, elle voulait s'assurer de votre orthodoxie. Ce fut une trahison post-mortem, amplifiant la colère de Sophie. Elle se sentit violée dans son intimité. Poussée par cette révélation, Sophie organisa un dîner familial. Autour de la table en acajou, elle lâcha la bombe, je suis lesbienne. Claire est ma compagne depuis 10 ans. Les réactions fusèrent, choc, dégoût, soutien timide. Sa tante hurla, tu vas tout perdre. Et nous avec. L'héritage familial. Alexandre applaudit, enfin. Cousine. Mais le prix fut immédiat, ostracisme de certains. Appel manqué. Regard fuyant. Sophie rentra chez elle. Épuisée, mais libérée d'un poids. Claire, apprenant la nouvelle, revint. Elles passèrent la nuit à parler, à reconstruire. Je suis fière de toi, murmura Claire. Pourtant, le chemin était semé d'embûches. La fondation conservatrice, alertée, contesta le testament. Un procès s'annonçait, avec des débats sur la validité des clauses morales. Sophie engagea un avocat spécialisé en droit LGBT. Qui argua, ces conditions sont discriminatoires, contraires à la loi française. Pendant ce temps, Sophie affrontait ses conflits internes. Dans ses rêves, sa mère apparaissait. Accusatrice, tu me déçois. Éveillée. Elle se questionnait, avait-elle trahi sa famille pour son amour? Ou l'inverse? Claire la soutenait. Mais leur relation, ébranlée par les années de secret, montrait des fissures. Tu m'as fait douter de nous, avoua Claire un jour. Le procès commença au tribunal de Paris. Les médias s'emparèrent de l'affaire, héritage conditionné à l'hétérosexualité, un scandale? Sophie devint un symbole malgré elle. Interviewée par des journaux comme Le Monde. La pression sociale montait, soutien de la communauté LGBT. Haine des conservateurs. Des lettres anonymes arrivaient, dégénérées. Claire, exposée, perdit des amis au travail. Des parents d'élèves murmurant sur l'influence néfaste. Au cœur du procès, Sophie témoigna. Debout à la barre, elle raconta son histoire, l'amour pour Claire, les mensonges imposés par la peur, la manipulation maternelle.
Ma mère m'aimait. Mais conditionnellement, dit-elle. La voix ferme. Le juge. Une femme d'une cinquantaine d'années. Écoutait attentivement. L'avocat adverse, représentant la fondation, attaqua. Vous avez choisi de mentir pendant 10 ans. N'est-ce pas une preuve de duplicité? Sophie riposta. J'ai menti pour survivre dans un monde qui punit l'amour comme le nôtre. Claire, appelée comme témoin, apporta son soutien émouvant. Nous nous aimons vraiment. Ce n'est pas un caprice. Mais la croix-examination révéla des détails douloureux, les disputes, les sacrifices. Avez-vous envisagé de partir plus tôt? Demanda l'avocat. Claire admit, oui. Mais l'amour est plus fort. Le public, divisé, réagissait, applaudissements d'un côté, huées de l'autre. En dehors du tribunal, la vie de Sophie basculait. Des amis d'enfance la lâchaient, invoquant des valeurs incompatibles. D'autres, inattendus, la soutenaient, une cousine éloignée, elle-même queer, l'appela pour partager son histoire. Tu n'es pas seule. Claire et Sophie, unies par l'épreuve, renforçaient leurs liens. Mais le stress pesait. Des nuits blanches. Des angoisses, et si on perd tout? Un twist survint quand Alexandre révéla un secret familial. Ta mère avait une sœur lesbienne? Déshéritée dans les années 70. C'est pour ça qu'elle était si dure. Sophie, stupéfaite, fouilla les archives familiales. Elle trouva des lettres, sa tante disparue, exilée en Amérique pour honte. Ce cycle de rejet expliquait la rigidité de sa mère. Une peur transmise de génération en génération. Sophie pleura. Comprenant enfin, sa mère n'était pas un monstre, mais une victime de son époque. Armée de cette découverte, Sophie confronta la famille lors d'une réunion. Notre lignée est marquée par le silence et la douleur. Il est temps d'arrêter. Certains, touchés, changèrent d'avis. D'autres, comme la tante Marguerite, s'entêtèrent, c'est contre nature. Mais les fissures apparaissaient, ébranlant l'unité familiale. Le verdict tomba, le juge invalida les clauses discriminatoires. La loi française protège l'égalité. L'héritage revient à Sophie. Victoire. Mais amère, la fondation fit appel, prolongeant le calvaire. Sophie, épuisée, questionna son choix, valait-il la peine de se battre pour de l'argent taché de haine? Claire proposa une échappatoire, renonçons. Partons en Bretagne? Vivons simplement. Sophie hésita. L'héritage représentait non seulement la richesse, mais un symbole de reconnaissance. Renoncer? C'était admettre que sa mère avait gagné. Elles décidèrent de poursuivre. Mais la tension monta. Une dispute éclata. Tu es obsédée par cet argent, cria Claire. Sophie répliqua, c'est pour nous sécuriser. Claire partit temporairement chez une amie, laissant Sophie seule avec ses doutes. Pendant cette séparation, Sophie réfléchit profondément. Elle visita la tombe de sa mère au Père-Lachaise, murmurant, pourquoi m'as-tu forcé à choisir? Pas de réponse. Seulement le vent. Elle réalisa que son amour pour Claire était plus précieux que tout. Mais le mal était fait, des années de secret avaient creusé un fossé. L'appel approchait, avec de nouveaux témoignages. Le détective, sous serment, avoua avoir été engagé pour intimider. Madame Elisabeth craignait pour l'âme de sa fille. Cela renforça le cas de Sophie, mais révéla l'étendue de la trahison maternelle. Blessée, elle écrivit une lettre à sa mère. Imaginaire, je t'aimais.
Mais ton amour était toxique. L'appel au tribunal de grande instance fut un champ de bataille. Les avocats s'affrontèrent sur des points légaux, discrimination, liberté testamentaire. Sophie, plus assurée, témoigna à nouveau, cet héritage n'est pas seulement de l'argent, c'est mon droit à exister tel que je suis. Le public, plus nombreux, incluait des activistes LGBT brandissant des pancartes, amour pour tous. Claire, revenue, soutint Sophie. Mais leur relation montrait des signes de fatigue. On survivra à ça, murmura-t-elle. Pourtant, en privé, Claire confia ses peurs, et si on gagne? Mais qu'on se perd? Sophie promit, ça n'arrivera pas. Mais les doutes persistaient. Un rebondissement majeur, la fondation produisit un enregistrement audio de la mère de Sophie, dictant son testament. Je fais ça pour sauver ma fille de l'enfer. Écouter cette voix fantôme brisa Sophie. Elle confronta ses émotions, colère, pitié, amour filial. Elle pensait me protéger, réalisa-t-elle. Inspirée, Sophie contacta des médias pour une interview exclusive. Dans Libération, elle raconta « Mon histoire est celle de milliers, piégés entre amour et société ». L'article viralisa, générant un débat national sur les préjugés persistants malgré les lois progressistes. Des soutiens affluèrent, dont pour les frais légaux. Messages d'encouragement. Mais aussi des menaces, Sophie reçut des appels haineux, forçant la police à intervenir. La famille, divisée, se déchira. Alexandre organisa une médiation, arrêtons les guerres. Certains oncles s'excusèrent, on a été aveugles. D'autres partirent, coupant les ponts. Sophie paya le prix de l'isolement, mais gagna en authenticité. Le verdict d'appel confirma, héritage accordé à Sophie. Clause nulle. Joie. Elles célébrèrent avec Claire dans un restaurant étoilé. Mais la victoire sonnait creux. On a gagné? Mais à quel prix? Demanda Sophie. Claire répondit, on a gagné notre liberté. Pourtant, les séquelles persistaient. Sophie, riche désormais, se sentit vide. Elle créa une fondation pour soutenir les jeunes LGBT rejetés par leur famille, canalisant l'héritage en positif. Claire approuva, c'est une belle revanche. Mais un dernier conflit surgit, Claire découvrit que Sophie avait envisagé, brièvement, de simuler un mariage hétéro pour l'héritage. Tu m'aurais trahi, accusa-t-elle. Sophie admit, j'étais désespérée. Cette révélation raviva les blessures, menant à une séparation temporaire. J'ai besoin d'espace, dit Claire. Seule, Sophie affronta son miroir, des années de compromis l'avaient changée. Elle rejoignit un groupe de soutien LGBT, partageant son histoire. Le plus dur, c'est de se pardonner, dit une participante. Sophie hocha la tête, entamant un chemin de guérison. Claire revint après une semaine, prête à reconstruire. On a traversé l'enfer, sortons plus fortes. Elles décidèrent de se marier, symboliquement, à la mairie de Paris. La cérémonie, intime, c'est là leur engagement. Famille réduite, Alexandre. Quelques amis. Pas de faste. Juste de l'amour pur. Avec l'héritage, Sophie vendit l'entreprise familiale, investissant dans des causes progressistes. Elle écrivit un livre sur son expérience, caché pour survivre, devenant une voix pour les droits LGBT. Les débats enflammaient les réseaux, préjugés familiaux versus liberté individuelle. Pourtant, des ombres planaient. Sophie recevait encore des critiques, traîtresse à sa mère. Elle questionnait ses choix passés, avait-elle été lâche?
Claire la rassurait, tu as survécu. C'est de la force. Un an plus tard, lors d'une conférence à la Sorbonne, Sophie parla de résilience. L'amour triomphe. Mais pas sans cicatrice. Claire, dans le public, sourit. Leur vie, désormais publique, inspirait d'autres. Mais le vrai test vint quand une nièce d'Alexandre confia être lesbienne. Sophie l'aida, brisant le cycle familial. Tu n'as pas à te cacher, dit-elle. En fin de compte, Sophie réalisa que le plus grand héritage n'était pas l'argent, mais la vérité conquise. Elle est claire, plus unie. Envisager l'avenir, adoption, voyage. Était-il juste de prioriser l'héritage sur l'amour, même pour survivre?